Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des quatre piliers où l'on parle de sommeil, de nutrition, de santé physique et de santé mentale et comment améliorer ses habitudes pour être en meilleure santé basée sur la science et l'expérience. Je suis Baptiste Tasson et je suis un étudiant pour la vie qui partage les choses que j'apprends concernant la santé pour en faire bénéficier le plus grand nombre gratuitement et rapidement. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la santé physique et de comment l'évaluer et l'améliorer. Et cet épisode est le premier d'une série d'épisodes concernant la santé physique, série dans laquelle nous aborderons l'hypertrophie, la force, la perte de poids, l'endurance, la récupération ou encore la nutrition. C'est une série d'épisodes qui va durer, plusieurs mois, qui va s'étaler, dans les prochains mois. Peut-être que ça prendra, 3, 4, 5 mois, je ne sais pas, mais il va y avoir beaucoup d'épisodes justement concernant, la santé physique, où on va parler donc de toutes ces choses, car évidemment, c'est un des 4 piliers de la santé. C'est un pilier qui est très important, la santé physique. Hem On va commencer donc cet épisode par le fait, par évoquer les 2 raisons principales pour lesquelles la plupart des gens font du sport. La première, c'est l'esthétique, donc c'est-à-dire se construire un corps esthétique dont on est fier, un physique dont on est fier et ça, chacun a sa propre définition, chacun a ses propres envies et ses propres objectifs. Il n'y a pas de physique qui conviennent à tout le monde. Il y a des physiques, tout simplement, que certaines personnes aimeront et d'autres personnes ne voudront pas avoir ce même physique. Bref, chacun a ses propres attentes concernant son physique et son esthétique. Et le deuxième point, c'est donc la fonctionnalité, c'est-à-dire renforcer ses muscles afin de répondre à un besoin dans sa vie personnelle ou professionnelle. Porter des charges, limiter la perte de muscle avec l'âge, etc. Le but est donc de savoir comment bien faire de l'exercice pour atteindre ses objectifs et rester en bonne forme sur le long terme. Donc, pour cela, eh bien, il faut savoir qu'il existe des adaptations de notre corps qui sont liées à l'exercice physique et qu'il en existe 9 de ces adaptations. Donc, on va voir quelles sont ces 9 adaptations. J'en ai déjà parlé dans une, vidéo il y a un petit moment maintenant, c'est dans la vidéo «Courir pour découvrir». J'avais parlé de ces, 9 adaptations-là. Je les avais juste évoquées et il me semble que j'en avais peut-être utilisé une des 9 que j'avais un peu plus développée. Et puis, dans d'autres vidéos d'endurance, et peut-être dans des vidéos de musculation qui sont sorties depuis, sur la chaîne, eh bien, j'avais parlé, d'autres, que de ces 9, d'une de ces 9 ou de plusieurs de ces 9 adaptations. Donc en gros, quand vous allez faire de l'exercice physique, selon l'intensité, selon la fréquence, selon, le volume et cetera, hein, selon tous ces paramètres, ces variables modifiables, heu, selon, comment vous les agencez et cetera et bien, vous allez, engendrer des adaptations différentes au niveau, de votre corps, au niveau de vos muscles. La réponse de votre corps vis-à-vis de l'exercice physique que vous allez faire, va être différente selon ce que vous faites, bien entendu. Donc, on va voir quelles sont, ces 9 adaptations. Donc la première, c'est compétence/technique, c'est-à-dire, c'est, votre capacité à bouger plus efficacement avec une position, spécifique et un timing précis, par exemple. Donc c'est votre capacité, hein, tout simplement à travailler quelque chose, à faire un mouvement, à tenir une position et cetera. La deuxième adaptation, c'est la vitesse, donc bouger plus vite ou, bouger avec une meilleure accélération, puisque
vous le savez, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, hein, donc si vous avez la vitesse, vous avez aussi l'accélération. Donc soit vous améliorez l'accélération, ce qui améliorera la vitesse, soit voilà, vous essayez tout simplement de bouger plus vite. La troisième adaptation, c'est la puissance. Et la puissance, c'est pas compliqué, c'est une formule très simple, c'est la vitesse multipliée par la force. Force qui est justement la quatrième adaptation. Donc la force, c'est votre capacité à bouger quelque chose de manière efficace. C'est la quantité maximale de force que vous êtes en mesure de produire en une fois. Ce n'est pas combien de répétitions d'affilée vous pouvez faire, car ça, c'est le point suivant. C'est donc votre capacité sur une répétition à bouger et à produire un maximum de force. Donc c'est l'histoire hein, du one rep max, donc du maximum sur une répétition. Par exemple, quand vous êtes à la salle de musculation, pour un n'importe quel exercice, vous allez peut-être essayer de voir quel est votre one rep max pour pouvoir ensuite ajuster la charge de travail en vue de l'adaptation que vous souhaitez déclencher dans votre corps. Et donc, bah ça va tout simplement être lié à votre force et donc à votre capacité à bouger une charge plus ou moins lourde sur une seule répétition et correctement, bien sûr. Donc, comme je l'ai dit, c'est pas le nombre de répétitions d'affilée que vous pouvez faire parce que ça, c'est la cinquième des 9 adaptations qui est donc l'endurance musculaire. L'endurance musculaire, c'est quand vous allez faire entre 5 et 50 répétitions d'affilée d'un exercice isolant un muscle, par exemple d'un exercice pour les triceps, un exercice pour les dorsaux ou même un exercice cardiovasculaire. C'est en gros combien de répétitions, par exemple, votre biceps il est en mesure de faire ou combien de pompes d'affilée ou de dips vous pouvez faire en une minute. Et donc les pompes, c'est pas forcément en une minute, hein, c'est le nombre de pompes que vous êtes en mesure de faire d'affilée. Ça va quantifier donc votre endurance musculaire. Parce que, comme nous le verrons dans la suite de cette série d'épisodes, le terme d'endurance, il a beaucoup de signification et souvent on l'utilise pour la neuvième adaptation qu'on verra donc dans quelques minutes, mais l'endurance c'est plus large que simplement par exemple faire de la course à pied ou du vélo. Ça concerne aussi l'endurance donc musculaire et puis il y a plein d'autres petits trucs que l'on va voir tout de suite. Donc, après l'endurance musculaire, on a d'abord l'hypertrophie musculaire, c'est la sixième adaptation. L'hypertrophie musculaire, c'est à quel point vos muscles sont gros, c'est la taille des muscles en gros. Et ça, c'est majoritairement pour l'esthétique. Hein. L'esthétique, on rappelle qu'ils sont une des deux raisons principales hein, pour laquelle la plupart des gens font du sport. Donc l'hypertrophie musculaire, c'est grandement esthétique, même si bien sûr le fait de prendre du muscle, ça va vous aider dans votre vie de tous les jours pour éviter justement, enfin pour avoir une bonne masse musculaire, pour pouvoir continuer à vivre décemment, et puis ça va vous permettre d'être un peu plus fort, etc. Donc il y aura quand même d'autres effets que l'esthétique, mais c'est majoritairement de l'esthétique. La septième adaptation, c'est la capacité anaérobie. Donc, c'est synonyme avec votre fréquence cardiaque maximale. Donc, c'est généralement, vous connaissez peut-être cette formule, l'AMRAP, as many repetition as possible. Donc, autant de répétitions que possible. Entre 45 et 120 secondes d'effort. Ce type d'effort, hein, cette capacité anaérobie, ça génère beaucoup de fatigue musculaire. Mais c'est très important de faire justement ce type d'exercices qui sont très violents, très intenses, mais aussi très courts. Hem, Ensuite, vous avez en huitième et avant-dernière adaptation la capacité
aérobie maximale. Donc ça, ce sont des efforts qui sont compris entre 8 et 15 minutes. Et ça vous permet d'atteindre à la fois une fréquence cardiaque maximale et votre VO2 max. Euh, c'est différent du point précédent, car il faut plusieurs minutes d'effort pour aller chercher sa VO2 max. Euh, l'autre, l'autre exercice, on a dit que c'était entre 45 et 120 secondes pour la capacité anaérobie, et c'est pas suffisant. Pour aller chercher justement cette VO2 max, hein, il faut faire plusieurs minutes, mais quand on dit plusieurs minutes, c'est plus de 8 minutes, donc entre 8 et 15 minutes d'effort. C'est par exemple courir 3 km le plus rapidement possible. Généralement, pour la plupart des gens, vous allez les courir entre 8 et 15 minutes. Peut-être que vous allez mettre plus longtemps, mais comme le but c'est juste de faire ces 3 km-là, vous allez peut-être réussir à les courir entre 8 et 15 minutes. Bref, c'est un peu du demi-fond, quoi. Ce type d'effort, ça peut être, vous pouvez faire du demi-fond pour travailler la capacité aérobie maximale. Donc vous allez avoir votre fréquence cardiaque qui va beaucoup monter. Donc ça va être un effort très intense. Et en plus, vous allez atteindre donc et chercher à calculer votre VO2 max. La dernière des 9 adaptations, et c'est celle dont je parlais quand je parlais d'endurance musculaire, c'est celle donc, c'est l'adaptation que l'on qualifie généralement d'endurance ou de cardio dans le langage commun. Et c'est donc la longue durée, hein, l'endurance longue durée. C'est votre capacité à produire un effort sous-optimal pendant longtemps, de manière continue, sans pause, sans réduction de rythme. Et donc, c'est un effort qui dure plus de 15 minutes, hein, généralement entre 20 minutes et vers l'infini et au-delà. Ça peut prendre voilà, 20 minutes ou plusieurs heures, peut-être même des jours si vous faites des ultramarathons ou ce genre de choses. Euh, voilà, donc c'est un effort sous-optimal. Ça veut dire que vous êtes en dessous de votre capacité maximale, hein. Vous êtes pas du tout en train de courir à votre VO2 max, vous n'êtes pas du tout en train de faire monter le rythme cardiaque à plus de 130 battements par minute, etc. Parce que votre but, c'est de tenir longtemps. Donc, bah, si vous voulez tenir longtemps, vous pouvez pas courir enfin, si vous faites de la course, par exemple, vous pouvez pas courir extrêmement vite pendant très longtemps. C'est-à-dire que, d'accord, peut-être que vous êtes en mesure de faire un marathon en 2 heures et quelques, donc de courir très vite, parce que plus de 20 km/h, c'est très rapide, mais vous le faites pendant 2 heures. Mais par contre, si vous deviez courir 10, 20 heures, là, vous ne les courrez pas à 20 km/h. Vous serez plus aux alentours des 10 si vous êtes très bon, avec des passages où vous serez peut-être un peu plus rapide et des passages où vous serez un petit peu plus lent. Mais donc, c'est un effort sous-optimal, un effort où vous essayez donc d'avoir une fréquence cardiaque qui reste élevée, bien sûr, mais qui reste suffisamment basse pour que vous puissiez tenir sur le long terme. Donc, si on récapitule, les 9 adaptations qui peuvent être générées grâce à un effort physique. La première, c'est donc la compétence slash la technique. Ensuite, vous avez la vitesse, puis vous avez la puissance. Vous avez ensuite la force, l'endurance musculaire, l'hypertrophie musculaire, la capacité anaérobie, la capacité aérobie maximale, et enfin l'endurance longue durée ou l'effort longue durée. Donc, connaissant ces 9 adaptations, on peut maintenant s'intéresser eh bien, à des études. Et donc, de nombreuses études ont montré que plus une personne avait fait d'endurance dans sa vie, plus sa VO2 max, sa fréquence cardiaque au repos, sa pression sanguine étaient bonnes. Mais il n'est pas suffisant de faire juste de l'endurance d'un point de vue global sur la santé, d'où l'importance donc d'être un athlète hybride, comme je l'ai déjà dit, c'est-à-dire un athlète faisant à la fois de l'endurance et à la fois de la résistance de manière régulière. Donc de l'endurance, ça va être de l'endurance longue durée, avec par exemple de la course à pied, du vélo, de la natation.
Mais ça va aussi être de l'endurance musculaire, donc pour avoir des muscles qui sont plus forts, qui sont plus fiables. hem, et ça va être aussi, en termes d'endurance, de travailler à haute intensité et à très haute intensité pour avoir votre VO2 max, vos capacités anaérobie, et cetera. Et puis la résistance, bien sûr, c'est pour développer votre force, pour développer votre hypertrophie, pour développer votre puissance, ou votre vitesse, et cetera. Donc c'est soulever de la fonte ou soulever votre poids du corps, par exemple, et ce donc de manière régulière. Et voilà, je dis athlète, bien sûr, tout le monde est un athlète. Si vous avez un corps, vous êtes un athlète. C'est une citation. Heu, Si vous avez un corps, vous êtes un athlète, peu importe que vous soyez un athlète, qu'on pourrait qualifier du dimanche, voilà, amateur ou professionnel, peu importe. Si vous avez un corps, vous êtes un athlète et il faut prendre soin de ce corps, donc en étant hybride en quelque sorte, en faisant à la fois de l'endurance et à la fois de la résistance de manière régulière. Le cas inverse a été vu, donc c'est-à-dire, enfin, une personne ne faisant que de la résistance, mais le problème c'est que, contrairement à aux personnes qui font, eh bien, que de l'endurance ou majoritaire à 90 de l'endurance, eh bien, on n'a pas vraiment de données, encore sur les personnes qui ont fait, eh bien, majoritairement de la résistance, car il est très difficile de trouver des personnes ayant fait ça sur plusieurs décennies. Contrairement à l'endurance, tout simplement parce que, il y a eu des fausses pensées, sur la musculation qui ont empêché son développement jusqu'aux années, 90, hein. Puisque, il y a, pendant longtemps, on a cru que la musculation, c'était potentiellement mauvais pour la santé, que ça causait, des tas de problèmes comme, des retards de croissance et cetera chez les jeunes et cetera. On sait depuis bien sûr que c'est faux, et donc au plus tôt vous commencez, au mieux c'est, pour la musculation. C'est-à-dire que même quand vous êtes un enfant, que vous n'avez pas fait la puberté, peut-être que vous n'allez pas aller à la salle ou que votre enfant, si vous êtes parent, ne va pas aller à la salle, mais il peut déjà, faire des étirements, il peut déjà s'entraîner, à faire des exercices, isométriques comme, la planche, comme la chaise, comme, l'arbre droit, hein. Essayer de tenir droit, ça travaille, bien les muscles et cetera, la proprioception, tout ça. Voilà, un enfant, il peut faire des pompes, il peut faire des squats, il peut courir. Bref, important aussi de faire, potentiellement du renforcement musculaire, à tout âge et de commencer le plus tôt possible. Contrairement donc à l'endurance, hein, où il y avait pas, de pensées, de fausses pensées puisque l'endurance s'est grandement développée et notamment donc l'endurance longue durée depuis les années, 50-60 où ça a commencé à vraiment exploser et à devenir grand public, avec, les marathons et cetera. Et donc on en trouve énormément, hein, aujourd'hui des personnes qui font, majoritairement de l'endurance, par exemple de la course à pied. Parce que voilà, ça va faire donc 60 ans, ça fait plus de 60 ans que ça s'est démocratisé et en plus, eh bien, contrairement à la musculation et à la résistance, eh bien, on louait déjà les bienfaits de l'endurance il y a 60 ans. Donc ça a permis un grand développement, donc c'est pour ça qu'on n'a pas forcément, de, données, conséquentes et fiables, sur des personnes qui n'ont fait que de la résistance, en tout cas pour le moment. Maintenant, nous allons voir, des tests pour connaître, sa forme physique sur les 9 points, sur les 9 adaptations, évoquées, précédemment. Donc, la la 1re adaptation, on le rappelle, c'est, la compétence slash la technique. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est qu'on va revoir les 9 adaptations et on va voir, donc comme je viens de le dire, les tests que vous pouvez faire pour voir si vous êtes au point, tout simplement, sur ces adaptations-là, si, vous êtes bon. Hem,
Donc c'est tout simplement améliorer, évaluer là plutôt votre santé physique, comme c'est mentionné, dans le titre. Donc pour l'évaluer, la compétence et la technique, qui est la première des 9 adaptations, vous allez faire, un exercice, donc un exercice push, un exercice pull, un exercice haut et un exercice bas. Donc ça fait 4 exos en réalité, 4 exercices. Vous faites donc ces exercices-là et vous vous filmez en train, de faire une série. Vous faites un angle de face et un angle de côté et vous faites entre 3 et 10 répétitions. Ensuite, vous regardez les 4 points sur les articulations majeures, une par une. Donc les articulations majeures, ce sont les coudes, les épaules, les hanches, les genoux et les chevilles. Donc, pour n'importe quel exercice que vous allez prendre, pour l'exercice push, pour l'exercice pull, pour l'exercice haut et l'exercice bas, vous allez donc vous filmer une fois de face, enfin une fois, vous allez vous filmer de face, vous filmer de côté, faire entre 3 et 10 répétitions et regarder les articulations et comment elles bougent. Pour vos articulations, donc, vous devez regarder la symétrie. Une symétrie devant-derrière, une symétrie gauche-droite, une symétrie membre de gauche, membre de droite. Et vous devez vous poser donc 2 questions. Y a-t-il un côté qui va plus loin que l'autre au cours du mouvement? Et y a-t-il un côté, qui tourne sur le côté et l'autre non? Par exemple. Donc ça, c'est la première chose que vous voulez regarder. Est-ce qu'il y a une symétrie ou au contraire, est-ce que vous constatez de l'asymétrie au niveau de vos, articulations dans votre mouvement? Deuxièmement, vous allez regarder la stabilité. Donc, pouvez-vous faire le mouvement lentement, sans problème? Pouvez-vous faire une pause? Exemple, pouvez-vous descendre en squat et rester en bas pendant 2 à 3 secondes sans tomber? Donc, vous devez avoir un contrôle complet de ce mouvement au niveau de toutes vos articulations et donc ça, c'est pour la stabilité. Ensuite, le troisième point, c'est la conscience. Beaucoup de personnes, moi inclus, ne savent tout simplement pas comment faire le mouvement correctement. Donc, eh bien, vous devez chercher et vous renseigner à comment faire correctement le mouvement que vous essayez d'effectuer. Et puis, le quatrième point, c'est la gamme complète de mouvements pour toutes les articulations. Euh, Exemple, vous faites un squat, vous partez des jambes tendues en étant debout et vous descendez jusque en bas avec les fesses au niveau des chevilles. Donc ça, c'est la gamme complète de mouvements sur toutes les articulations. Donc là, pour un squat par exemple, ce seront évidemment les hanches, les genoux et les chevilles, puisque les épaules et les coudes vont être assez peu sollicités sur un squat, même si vos bras vont bouger pour venir vous équilibrer. Hem, donc ça, c'est important. Donc pour chaque exercice, hein, pour regarder votre compétence et votre technique sur un exercice, pour chaque exercice, il faut que vous vérifiez il faut que vous vérifiez la symétrie au niveau de vos articulations majeures, la stabilité, la conscience, donc savoir correctement faire le mouvement, ainsi que la gamme complète de mouvements pour toutes les articulations au cours du mouvement. Et je rappelle que les articulations majeures, ce sont donc les coudes, les épaules, les hanches, les genoux et les chevilles. Pour le deuxième point, pour la deuxième adaptation, qui est donc la vitesse, il n'est pas nécessaire de la tester, à part si vous êtes un athlète professionnel. Donc, on ne va pas s'attarder sur ce point. Troisièmement, la puissance. Si vous arrivez à sauter votre taille en longueur en partant de l'arrêt complet, vous êtes bon. Donc, ce que vous faites, c'est que vous mesurez la distance entre le devant de vos pieds avant le saut et le derrière de vos talons à la réception
de votre saut. Comme ça, vous avez la plus petite distance possible parcourue, hein. Vous prenez la distance la plus limitante. Donc, vous vous mettez debout, vous ne bougez pas, et puis vous marquez, je sais pas moi, par exemple, si vous le faites dans du sable, vous tirez un trait ou dans de la terre, vous tirez un trait devant vos pieds, ou quelqu'un le fait pour vous. Vous Ensuite, vous prenez une impulsion tout en restant, immobile, hein. Par exemple, vous descendez en squat et puis hop, vous poussez avec vos jambes le plus loin possible. Vous faites un saut en longueur et puis vous atterrissez, vous ne bougez plus, vous faites ou quelqu'un fait à l'arrière de vos talons un nouveau trait et puis ensuite vous prenez 1 mètre et vous calculez. Et donc pour savoir, si vous avez suffisamment de puissance et là donc c'est dans la puissance dans vos jambes, eh bien, il faut que vous arriviez à sauter, votre taille en longueur. Donc si vous faites 1,70 m, vous devriez être capable de sauter 1,70 m au moins en longueur, heu, pour ça. Donc ça, c'est le test pour la puissance. Le quatrième point, c'est la force. La force, elle est très importante et il faut la mesurer dans plusieurs zones. Premièrement, il y a la force de grippe. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous procurer un dynamomètre pour les mains. Il en existe pour quelques dizaines d'euros sur Internet. Donc, ce qu'on veut, c'est un score minimum de 40 kilos pour les hommes, de 35 kilos pour les femmes, et idéalement, donc, il faudrait que ce soit au-dessus de 60 kilos pour les hommes et au-dessus de 50 kilos pour les femmes. Et il faut faire attention qu'il n'y ait pas plus de 10% d'écart entre vos deux mains, car la main non dominante, elle n'est pas significativement plus faible que l'autre, normalement. Donc pour la force de grippe, vous prenez un dynamomètre et vous devez appliquer donc la force la plus grande que vous pouvez faire. Donc idéalement, potentiellement le faire à votre réveil quand vous êtes le plus frais possible. Donc on a dit minimum 40 kilos pour les hommes, 35 kilos pour les femmes, mais idéalement il faudrait que ce soit 60 kilos pour les hommes au moins et 50 kilos pour les femmes, tout en faisant attention que entre votre main droite et votre main gauche, il n'y ait pas plus de 10% d'écart. Ou bien, si vous ne prenez pas ça, vous pouvez vous pendre à une barre assez fine pour que vous puissiez l'entourer, avec votre main, de sorte que votre pouce, il puisse toucher vos autres doigts. Par exemple, si vous allez voir, les vidéos de, musculation que je fais, qui sont publiées sur la chaîne, notamment la séance 3 ou la séance 1, du nouveau programme. Vous verrez que pour les montées de jambes en séance 1 ou pour les tractions en séance 3, la barre que j'utilise, c'est pas vraiment une barre, hein, c'est un étai donc c'est pas du tout le type de barre qu'il vous faut parce que, autour de cette barre, j'arrive pas du tout à enrouler, toute ma main. C'est plus une vraie barre conventionnelle de traction, des barres qui sont fines et donc vous pouvez enrouler entièrement votre main et donc avec votre pouce, vous pouvez aller, attraper, vos autres doigts. Donc c'est ça qu'on veut. Vous devez au minimum faire tenir 30 secondes pendu à cette barre. Hem, mais c'est bien de faire 30 secondes, mais c'est mieux si vous faites entre, 30 et 50 secondes, c'est pas mal. Si vous tenez plus de 60 secondes, c'est parfait, vous avez aucun problème donc du point de vue du grip, de la force de grip. Et bien sûr, même si vous êtes en bonne santé, mais que vous êtes un peu massif, du style si vous faites 1,90 m pour 95 kilos de muscles, ça va être plus dur de faire ce test et de tenir plus longtemps parce que au plus vous allez être lourd, au plus, vos bras vont devoir supporter, de masse et donc au plus ça va être compliqué de tenir longtemps. Donc c'est pour ça que c'est peut-être intéressant plutôt, si vous êtes trop lourd, de faire un dynamomètre, enfin d'utiliser pardon, un dynamomètre, et donc de même, une personne qui est en mauvaise santé physique
mais qui est très légère, très petite, eh bien, elle peut tenir longtemps malgré le manque de forme sur la barre. Donc le test de la barre, il est utile. Il est surtout gratuit parce qu'il y a de plus en plus maintenant d'infrastructures dans les villes où vous pouvez, voilà, il y a de plus en plus d'aires de fitness où vous pouvez faire des tractions et vous pendre à une barre avec vos mains, je précise. Donc c'est un test qui est intéressant, qui est pas cher, qui peut vous donner un ordre d'idée, mais si vous êtes trop lourd, bah ça risque d'être, enfin ça peut être plus compliqué pour vous. Et si vous êtes très léger, vous allez peut-être tenir 2 minutes sans lâcher, sauf que, bah, vous êtes peut-être en mauvaise santé. Si vous ne faites aucun sport, mais que vous faites 50 kilos, potentiellement vous tenez 2 minutes, là où quelqu'un qui fait, du sport, 6 fois par semaine, mais qui fait 90 kilos ne tiendra que 45 secondes. Donc c'est pas forcément le test le plus fiable, mais c'est un test qui est quand même intéressant. Le deuxième test pour la force, c'est le test d'extension des jambes. La question qui se pose, c'est pouvez-vous faire une extension des jambes avec votre poids sur une répétition? Donc l'extension des jambes, c'est l'extension quadriceps. Extension quadriceps que je montre dans mes vidéos séances spécifiques sur la chaîne. Donc c'est l'exercice où vous êtes assis et où vous avez donc les pieds, le dessus des pieds qui va se placer en dessous de sortes de boudins en caoutchouc et vous allez pousser avec heu, donc pousser, contracter vos quadriceps pour étendre vos jambes et soulever la masse. Donc pour, ce test, est-ce que vous arrivez sur une répétition à soulever en extension, quadriceps, votre poids? Un autre test que vous pouvez faire, c'est, prendre un poids ou, une kettlebell de la moitié de votre poids et vous tenez ce poids, entre vos mains ou cette kettlebell, vous le tenez entre vos mains au niveau de la poitrine, vous descendez en squat et vous restez en bas pendant 45 secondes. Donc ça teste la force abdominale et la stabilité du bas, de votre dos. En plus du fait qu'il n'est pas facile de garder une position qui est inconfortable à cette charge pendant autant de temps. Donc c'est un bon test et ensuite, une fois que vous avez fait ces 45 secondes en bas, essayez de vous relever et de revenir à votre position de départ. Mais déjà, si vous arrivez à tenir tout en restant stable pendant les 45 secondes en bas du squat, c'est déjà très bien. Avant de faire ce test, en revanche, vous pouvez faire une introduction en prenant un tiers de votre masse corporelle, hein, de votre poids, et en tenant cette masse pendant 30 secondes en bas du squat, hein. C'est une sorte d'échauffement pour chauffer un peu votre corps, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez directement prendre la moitié de votre poids, la mettre au niveau de votre poitrine et descendre et tenir 45 secondes. Ça fera moins de souffrance, potentiellement. Mais attention, ne faites pas ce test si votre technique, elle n'est pas bonne pour le squat, pour éviter les blessures. Alors bien sûr, c'est pas une excuse pour que vous vous disiez, «Bah, OK, je fais pas ce test parce que, ma technique est pas bonne», et que ce soit quelque chose une excuse que vous utilisiez pour procrastiner, bien sûr. Mais si vous n'êtes pas sûr de correctement faire un squat, de savoir correctement faire un squat, de savoir correctement descendre, en faisant un squat, n'essayez pas de faire ce test. Assurez-vous d'abord d'être en mesure de faire un squat correctement, pour éviter justement de vous blesser parce que ici on essaie de tester votre, santé physique, mais si vous vous blessez, bah, c'est dommage parce qu'elle va nécessairement décliner parce que vous ne pourrez plus faire de sport. Votre échauffement, il va aussi avoir un impact majeur sur vos performances d'ailleurs et dans la description de cet épisode, j'ai mis un lien pour, des protocoles du NSCA, pour ce type d'effort. Donc le NSCA, heu, c'est un organisme,
Un organisme américain, il me semble, hein, c'est le National Strength and Conditioning Association. Et donc, le lien que je vous ai mis, il y a donc des warm-up en anglais bien sûr, et ce sont donc des échauffements, et ça vous permet, ces échauffements, ces protocoles d'échauffement, ils vous permettent donc pour ce type d'effort-là, pour la force, de vous échauffer de manière optimale pour pouvoir optimiser vos résultats et pour pouvoir éviter les blessures. Maintenant, on va passer donc à la 5e adaptation, qui est l'endurance musculaire. Et donc l'endurance musculaire, heu, quel test faire pour voir si vous avez une bonne endurance musculaire? Eh bien, par exemple, vous pouvez faire la planche, hein, une planche normale avec, alors je sais qu'il y en a qui mettent juste les mains, au sol, un peu comme s'ils étaient en haut d'une pompe. Moi je ne fais pas ça, vous pouvez aller voir ce que je fais dans les vidéos musculation, hein, mais globalement, moi, je pose les coudes et les mains par terre. Donc, j'ai mes avant-bras qui sont au sol. Et puis après, bien sûr, les pieds au bout qui sont. Enfin, on est sur la pointe des pieds au bout en étant en planche. Bref, on fait une planche normale et vous visez les 60 secondes. Et puis, pour les planches sur le côté, vous pouvez viser les 45 secondes. Pour les hommes, vous devez être capable, donc là on change complètement d'exo, on n'est plus sur un isométrique, mais on reste sur l'endurance musculaire. Pour les hommes, vous devez être capable de faire 10 pompes minimum. Entre 10 et 25, c'est bien, mais vous pouvez mieux faire. Et idéalement, il faut viser plus de 25 pompes consécutives avec la gamme de mouvements complète et sans pause. Donc la gamme de mouvements complète, c'est vous êtes en haut, bras tendus, vous descendez, vous allez toucher avec vos pecs le sol et vous remontez jusqu'à tendre les bras. Donc pour les hommes, il faut faire minimum 10, mais idéalement, il faut en faire au moins 25 voire plus en une seule série, hein, pas en faisant plusieurs séries, juste en une seule série. C'est un peu comme un one rep max, mais là c'est one set max. Une série et vous faites le maximum dedans. Si si vous n'arrivez pas à faire 10 pompes, si vous en faites moins, là, c'est un gros drapeau rouge. Donc, attention quand même, ça veut dire que votre endurance musculaire, elle est pas du tout bonne. Et donc, il va falloir la travailler parce que c'est très important. Et pour les femmes, eh bien, c'est la même chose que les hommes, mais au lieu d'être entre 10 et 25, c'est plutôt entre 5 et 15. Donc, si vous êtes une femme et que vous faites moins de 5 répétitions, si vous arrivez à faire moins de 5, enfin, si vous faites moins de 5 pompes d'affilée, c'est un gros drapeau rouge. Et pour les femmes, il faut viser enfin, il faut viser, à réussir à faire plus de 15 pompes, c'est idéal, hein, comme les 25 chez les hommes. Donc si vous êtes une femme et que vous arrivez à faire 25 pompes d'affilée, c'est parfait, votre endurance musculaire au niveau du haut du corps, elle est très bien. Un autre test que vous pouvez faire, c'est, de prendre l'exercice que vous avez fait pour le test de force et vous mettez 75 de la charge qui a été utilisée pour le test de force et vous faites autant de répétitions que possible. L'idéal, c'est, de réussir à faire plus de 8 répétitions. Si vous ne faites moins de 8 répétitions, alors vous avez très probablement un problème d'endurance musculaire sur lequel, encore une fois, il va falloir travailler. Si, vous faites plus de 15 à 20 répétitions, peut-être que vous avez un problème de force maximale, parce que ça veut dire que, vous êtes en mesure de faire beaucoup avec une charge qui est quand même assez élevée. Donc ça veut dire que peut-être que quand vous avez fait votre test de force, soit vous n'avez pas pris assez, soit vous n'avez pas vraiment mis le maximum que vous puissiez faire.
soit vous avez un problème en fait au niveau de votre force, vous n'arrivez pas à développer suffisamment de force. Donc là aussi, c'est un point auquel il faut faire attention. Pour la sixième adaptation, qui est l'hypertrophie musculaire, vous pouvez faire des tests de composition corporelle, car vous voulez bien sûr une certaine masse musculaire pour ne pas que ça nuise à votre corps, sans prendre en compte vos objectifs esthétiques bien sûr. Donc vous avez besoin d'une hypertrophie minimum pour rester en bonne santé et fonctionnel, peu importe vos objectifs esthétiques, peu importe tout simplement vos objectifs, vous êtes obligé d'avoir une certaine masse musculaire. Donc un test de composition corporelle, c'est important. Il existe ce qu'on appelle le FFMI, le Fat Free Mass Index. Donc pour les hommes, il faut que ce soit minimum de 20 et de 18 pour les femmes, ou un peu plus, mais il faut quand même rester en dessous des 24. Aussi, vous voulez moins de 30% de gras chez les hommes et moins de 35% chez les femmes, hein, de graisse corporelle. Pour connaître votre FFMI, vous devez savoir votre masse totale, le pourcentage de gras de votre corps et votre taille. Vous pouvez rentrer ces données dans n'importe quel site internet. Ils utilisent tous les mêmes algorithmes de calcul. C'est standardisé, donc vous cassez pas la tête. Si vous êtes en dessous de 17 pour un homme et en dessous de 15 pour une femme, vous n'avez pas assez de muscles et là, il faut faire attention parce que c'est dangereux pour votre corps. Donc, vous voulez un Fat Free Mass Index, un FFMI, d'au moins 20 pour les hommes, on a dit, d'au moins 18 pour les femmes, tout en restant en dessous des 24. Et si vous êtes en dessous de 17 pour les hommes et en dessous de 15 pour les femmes, il va falloir sérieusement penser à prendre du muscle, parce que là, ça commence à devenir dangereux pour votre corps, hein. Vous n'avez pas assez de muscles et ça risque de vous nuire dans le futur parce que au plus vous allez avancer avec peu de muscles, au plus des tâches simples comme soulever des objets, ouvrir des placards en hauteur, etc., risquent d'être compliquées. L'antépénultième catégorie, l'antépénultième adaptation, c'était la capacité anaérobie. Donc, elle, c'est une capacité qui est plus dure à tester que les autres. Vous pouvez soit la tester en laboratoire avec un test qui s'appelle le Windgate Test, hein, donc Wind, W-I-N-D, Gate, G-A-T-E. Donc c'est de l'anglais, Wingate Test. C'est des tests qui durent 30, 45 ou 60 secondes. Et c'est pour voir combien de travail vous êtes en mesure de faire en 30, 45 ou 60 secondes. Ou alors, vous pouvez simplement faire des sprints, ou un sprint même, où vous pouvez vous mettre sur un air bike, hein, donc ces gros vélos là où vous tirez vous êtes assis et c'est un peu comme un vélo elliptique, hein, vous tirez, il y a le gros ventilateur là, donc les airbikes, qui sont des trucs assez durs à faire. Donc vous faites ça pendant 30, ce sont des efforts entre 30 et 60 secondes donc. Et c'est un exo où vous pouvez exercer un effort maximal sans problème de technique. Donc comme un sprint ou comme être sur un airbike. En général, il vaut mieux éviter de tester sa capacité anaérobie avec des exercices, avec des barres ou des haltères, etc. Parce que comme vous allez vous épuiser très vite, etc., bah, on veut éviter que vous vous blessiez avec justement les poids, pour éviter que vous vous envoyiez un poids dans la figure ou dans n'importe quelle autre partie de votre corps à cause de la fatigue. Donc un sprint, un air bike, c'est pas mal. Donc il y a 3 questions que vous pouvez vous poser, ou en tout cas 3 choses que vous devez vérifier.
Premièrement, c'est pouvez-vous aller jusqu'au bout des 30 secondes ou au bout des 45 ou 60 secondes, hein, donc pouvez-vous aller jusqu'au bout de l'effort? Deuxièmement, c'est à quel point vous sentez-vous mal à la fin de l'effort, parce qu'il faut se sentir misérable, hein, il faut que vraiment l'effort il ait été d'une violence inouïe, parce que ça doit être un effort qui soit maximal. Et enfin, pouvez-vous atteindre une valeur proche de la valeur théorique de votre rythme cardiaque maximal? En gros, vous faites 220 battements par minute moins votre âge actuel. Mais si vous êtes en dessous de cette valeur-là, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes en mauvaise santé, et si vous êtes au-dessus de cette valeur-là, ça ne signifie pas que vous êtes en excellente santé. C'est juste un ordre d'idée. Heu, c'est pas un truc hyper fiable non plus de connaître sa valeur théorique, bla. C'est juste, ça vous donne un ordre d'idée, une tendance. La meilleure donnée, c'est la récupération de votre fréquence cardiaque. 1 minute après, la fin de l'effort maximal, donc 1 minute après avoir fini votre, effort de 30 ou 60 secondes, vous devriez avoir perdu environ 30 battements par minute, puis 32 plus la minute suivante. Si c'est beaucoup plus lent, enfin, vous avez certainement un problème, dans votre capacité anaérobie ou votre capacité cardiaque. Hem, donc en gros, sur les 2 premières minutes, après un tel effort, et peut-être même 2-3 premières minutes, vous êtes censé perdre un battement par minute environ toutes les 2 secondes. Donc c'est pour ça qu'en 1 minute, vous allez perdre environ 30 battements par minute. Donc il faut essayer de voir ça. Vous pouvez aussi, bien sûr, vérifier quand même que vous n'êtes pas loin de votre âge, de votre battement maximal théorique à la fin. Mais ensuite, comme c'est plus fiable, il faut que vous sachiez, enfin que vous vérifiez que vous perdez environ 30 battements par minute pendant les 2-3 premières minutes. Ça, c'est très important. On va passer à l'avant-dernière adaptation et à quel test faire pour donc la VO2 max, la capacité aérobie maximale. Donc, vous pouvez aller en laboratoire avec donc les tests qui sont faits avec les masques. On voit souvent des professionnels, mais c'est fait aussi avec des gens lambda, hein, bien sûr. Ce genre de test, avec le masque donc, ça c'est un truc qui est assez, contraignant quand même à faire, mais c'est très fiable. Mais si vous n'avez pas accès à ça, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. La première c'est, le test Cooper, hein, qui dure 12 minutes. Donc ça, c'est, courir la plus grande distance possible en 12 minutes. Et ensuite, vous allez sur un calculateur en ligne de VO2 max. Donc peut-être qu'il faut marquer en anglais, je ne sais pas si en français ça marche. Vous marquez 12 minutes Cooper test et vous rentrez les données que vous avez, hein, donc la distance que vous avez parcourue en 12 minutes. Et encore une fois, ce sont des calculateurs qui sont standardisés normalement, donc vous n'avez pas trop à vous casser la tête à choisir un site en particulier. Normalement, c'est standardisé, donc vérifiez quand même peut-être sur plusieurs sites, voir si vous avez à peu près la même valeur pour votre VO2 max. Mais voilà. Donc ça, c'est intéressant, le test Cooper de 12 minutes, courir la plus grande distance possible en 12 minutes. Une autre alternative que vous pouvez faire, c'est marcher sur 1 mile, donc marcher 1,6 km hein, pour les Européens qui utilisent un système métrique, bien sûr. Donc, marchez sur 1,6 km le plus vite possible en enregistrant votre fréquence cardiaque, puis vous rentrez cette valeur dans un calculateur en ligne. Et encore une fois, peu importe, c'est comme tout à l'heure, les algorithmes sont standardisés. Pour les hommes, ce que vous voulez en termes de VO2 max, c'est un minimum de 35 millilitres par kilogramme par minute. Donc, cette unité
Elle peut faire peur à certains, mais en gros, c'est 35 millilitres d'oxygène par kilogramme de masse corporelle et par minute. Mais idéalement pour les hommes, on ne veut pas 35, mais on veut plutôt 55 millilitres par kilogramme par minute, voire plus. Pour les femmes, minimum, c'est 30 millilitres par kilogramme par minute et idéalement, c'est 50 millilitres par kilogramme par minute ou plus. Donc ça, c'est pour la VO2 max. Soit vous avez accès à un laboratoire et vous pouvez faire un test en laboratoire, ce qui est vraiment bien. Soit vous faites le test Cooper, courir la plus grande distance possible en 12 minutes, soit vous faites un test un peu moins fiable, mais c'est peut-être le test le moins dur et le test le plus rapide à faire. C'est de marcher sur 1 mile, donc environ 1,6 km, le plus vite possible, en enregistrant votre fréquence cardiaque et en mettant tout ça dans des calculateurs. Enfin, assez rapidement, pour la longue durée, l'endurance longue durée, l'effort longue durée, qui est la 9e et dernière adaptation. Comment la tester? Comment savoir si vous êtes en forme de ce point de vue-là, si c'est OK pour vous? Eh bien, tout simplement, il faut être en mesure de maintenir un effort pendant 20 minutes ou plus en ne respirant que par le nez, idéalement. Donc, ça fonctionne tant que ce n'est pas de la marche. Peu importe si c'est un effort de zone 1, de zone 2, de zone 3, de zone 4 ou de zone 5. Et surtout, il ne faut pas de pause au cours de l'effort. Donc, on va prendre encore une fois l'exemple de la course à pied. Est-ce que vous êtes capable de courir, ou peut-être même, c'est même pas courir là, c'est trottiner. Tout ce qu'on veut, c'est juste que vous ne marchiez pas. Est-ce que vous êtes capable de trottiner pendant 20 minutes d'affilée en ne respirant que par le nez? Si la réponse est oui, vous pouvez cocher endurance longue durée, effort longue durée, c'est OK. Après, si vous voulez non pas trottiner, mais courir, donc aller un peu plus vite, passer de 7-8 km/h à 10 km/h ou 11 si vous êtes en mesure de le faire, pourquoi pas? Bref, tant que vous arrivez à faire 20 minutes d'effort continu en ne respirant que par le nez idéalement, c'est parfait. Donc, maintenant que nous avons vu les différents tests que vous pouviez faire pour les 9 adaptations, eh bien, on va conclure donc avec la fréquence et l'ordre de ces tests, parce que vous vous en doutez bien, vous allez évidemment continuer à faire du sport, donc vos performances sur ces différents tests et vos données sur ces différents tests vont changer au cours du temps, soit en s'améliorant, soit en diminuant, selon comment vous avez géré, comment vous avez géré la chose. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est faire ces tests et se concentrer sur le moins bon plus fréquemment. C'est-à-dire que vous testez les 9 adaptations et puis vous voyez qu'il y en a une qui est un peu en retrait par rapport aux autres, eh bien vous vous concentrez pendant quelques semaines un peu plus dessus, pour qu'elle puisse un peu remonter par rapport aux autres. Une recommandation, c'est, de faire ces 9 tests une fois par an, répartis sur plusieurs jours, hein, vous les faites pas en une seule journée. Vous faites ces 9 tests une fois par an, pas forcément en un jour donc. Vous pouvez le faire sur 3-4 jours, hein, donc vous prenez en gros, au début de l'année, vous prenez votre première semaine, elle vous permet de tester, tout simplement vos 9 adaptations et ça vous permet de bien commencer l'année, de savoir où vous en êtes et de pouvoir potentiellement, comme vous ne faites que 3 à 4 jours de sport, vous avez entre 3 et 4 jours aussi, où vous ne faites pas de sport et où vous pouvez donc planifier votre, séance. Donc ça, c'est pas mal. Vous pouvez planifier, faire un programme sur: «OK, qu'est-ce que je vais, travailler sur le prochain trimestre?» et cetera et ça peut être en accord avec donc les tests
que vous venez de faire. Et ça, je pense que je le ferai peut-être l'année prochaine, donc en 2026, en janvier 2026. Je ferai peut-être une vidéo dessus sur les 9 tests justement, en partageant mes données. Ça, on s'en fiche un peu des valeurs que je vais faire. C'est juste pour voilà, pour tester, pour voir. Et on verra potentiellement, on adaptera en fonction de ça. Ensuite, ce que vous pouvez aussi faire, c'est le faire une fois tous les 6 mois, ce test, pour avoir encore plus de données sur l'évolution de vos performances, plutôt que de le faire une fois par an. Si ça vous dit, si vous en sentez capable et si vous en avez l'envie, vous pouvez le faire donc 2 fois par an. Vous pouvez le faire une fois en janvier et une fois, au début du mois de juillet, par exemple. Tous les 6 mois, comme ça vous avez plus de données et vous voyez les tendances évoluer un peu plus vite, forcément. On va maintenant parler donc de l'ordre de ces tests. En premier, c'est mieux de faire le test de composition corporelle. Donc pour ce test, faire, il faut éviter de faire de l'exercice 48 heures avant ce test, pour éviter que les résultats ne soient biaisés par le fait que vous ayez fait de l'exercice physique. Ensuite, vous pouvez faire les exercices de force, de puissance, de compétence en début de journée et les efforts fatigants en fin de journée, comme la longue durée ou la capacité anaérobie. Même si je vais pas vous mentir que, alors oui, la capacité anaérobie, ça va être très fatigant, mais la longue durée, sincèrement, ça va pas être fatigant, surtout si vous trottinez pendant 20 minutes, ça va aller. Franchement, ça va pas trop vous pas trop vous fatiguer. Ça pourra même vous servir d'échauffement pour tester la capacité anaérobie juste derrière. Le test de VO2 max, idéalement, il doit avoir sa propre journée dédiée, séparée des autres tests. Vous pouvez aussi faire le test donc de longue durée, comme je viens de le dire, hein, et enchaîner sur le test de capacité anaérobie, car en fait, la longue durée, ça va juste être un échauffement, ce qui est pas plus mal, surtout si vous faites ce test en janvier, heu, parce qu'en janvier, il fait froid. Quand vous le faites en juillet, si vous le faites 2 fois par an et que vous le faites, début juillet, c'est pas très grave si vous ne vous échauffez pas trop, même si c'est bien de s'échauffer un minimum quand même. Mais en janvier, quand il fait froid, on aimerait bien éviter de se faire un claquage, parce que la capacité anaérobie, c'est quand même un effort très violent, très court, très intense surtout. Et donc, si vous n'êtes pas échauffé, ça peut faire des dégâts. Donc, le test de longue durée, comme j'ai dit, il peut servir d'échauffement. Vous pouvez aussi faire votre test de récupération de votre fréquence cardiaque après votre test de VO2 max et pas seulement après le test de capacité anaérobie. Et vous pouvez le faire même sur les deux, comme ça vous vérifiez que tout va bien et que les données sont cohérentes. Vous n'avez pas besoin d'être optimal dans tous les 9 facteurs pour atteindre une santé optimale. Et ça, c'est un point sur lequel je veux un peu mettre de l'importance. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'être optimal dans tous les 9 facteurs pour atteindre une santé optimale. Il faut juste veiller à ce qu'il n'y ait pas d'insuffisance majeure en fait dans vos performances, dans un de ces facteurs. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit trop en retard, qui soit trop derrière les autres en termes de performance, mais vous n'êtes pas obligé d'optimiser les 9. Si vous êtes bon dans les 9, c'est pas mal et vous aurez certainement déjà une très bonne santé. Physique, tout du moins. Et puis comme la santé physique, elle entraîne en général la santé mentale, c'est parfait. Dans la suite de cette série donc de podcasts, nous verrons des protocoles spécifiques que vous pourrez mettre en place afin d'améliorer les facteurs qui sont en retrait chez vous, car vous aimez par exemple beaucoup l'endurance et que vous avez délaissé
la résistance ou inversement, ce qui n'est pas un problème en soi, car il n'est jamais trop tard pour y remédier, bien sûr. Donc dans la suite, comme j'ai dit, on parlera d'hypertrophie, on parlera de force, de perte de poids, d'endurance, de nutrition, de récupération, etc., etc. Cet épisode touche à sa fin, ce premier épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi, comme d'habitude. Je vous remercie pour votre intérêt dans la science et dans la santé. Et puis, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers, mardi à 18h. Et comme d'habitude aussi, je vous souhaite une excellente journée.